Merci, chers collègues, d'être avec nous. Nous nous retrouvons sur l'invitation de l'honorable député provincial et questeur de l'Assemblée provinciale de Centrale, l'honorable Omega Fatou. Nous saluons son entrée et nous lui disons merci d'avoir associé la presse de Goma dans le cadre de ces vacances parlementaires. Et je pense qu'il n'y a pas très longtemps, nous l'avons suivi avec la population. Il a fait sa restitution et en rapport avec les travaux parlementaires ainsi que ses actions en tant que député provincial élu de Goma. Aujourd'hui, les questions de s'entretenir avec la presse et dans ces cadres, nous n'allons pas sortir de cette logique ou de cette démarche qu'il avait déjà entreprise, celle qui consiste à restituer ses travaux parlementaires, mais en tant que média, en tant que presse, il nous est donné l'opportunité d'aborder peut-être 2 ou 3 questions d'actualité, mais nous allons demander aux uns et aux autres, chers collègues, de pouvoir rester objectifs, soyons précis et concis s'il y a des questions à poser en rapport avec le sujet qui fera l'objet de ces points de presse. Je rappelais la restitution de travaux parlementaires et aussi peut-être 1 minute pour apporter les sujets d'actualité. Sans transition, nous allons devoir accorder la parole à l'honorable Omega Mbadou Manou, qui, je suppose, est déjà au parfum de différents médias associés, mais sur son autorisation, je ne sais pas si nous pouvons rapidement faire une vraie présentation de ce qui va arriver. Merci beaucoup. Et donc, Madame Adèle Mourou, qui vous parle, Radio Télé Goma. Avec les ministres, journaliste à la quotidienne, également au magazine Éco de la France. Jean Normal, de Radio Congo 4, voilà le directeur de chef. Voilà, je suis Gouré de la Sahara du Congo. Je me présente à Aurélie Massiel, journaliste à la radio-télévision Soleil. Je suis Josué Tati, correspondant de Congo Midi. Moi, c'est Michel Boiti de la radio Maki FM. Moi, c'est Réguen Zita de la radio. Et la chaîne TV est représentée par Industrie Kokana qui est à la prise de vue. Et voilà, donc c'est pratiquement 10 médias qui sont présents en ces lieux. Et donc nous vous prions de vouloir nous faire une brève introduction par rapport à ce qui est prévu. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et comme vous le savez, j'ai voulu me plier à cet exercice parce que nous l'avons fait lors de notre restitution en masse, mais j'ai voulu aussi me plier à cet exercice face à nos médias locaux de la ville de Goma. C'est question de vous faire part de la mission dont vous nous avez confiée, quelle a été, comment cette première session a été, qu'est-ce que nous avons fait, et vous pouvez vous attendre à quoi durant la session budgétaire qui débute ce lundi, la session de septembre. Donc c'est en quelques mots ma présence, le but de ma présence ici, devant vous. Donc je pense que je vous laisse la latitude de me poser des questions et je pourrai aussi élaborer en détail selon les questions que vous posez. Merci. L'honorable nous laisse la latitude de pouvoir poser des questions et nous allons sans plus tarder accorder la parole à qui veut la prendre parmi nous journalistes. En ce qui concerne ces vacances parlementaires et tout ce qu'il a mené comme action au sein du Parlement provincial, également quelques questions d'actualité, mais suivant la logique telle qu'on commence d'abord par les travaux parlementaires et puis les quelques questions d'actualité seront abordées à la fin. Merci Madame Adèle Mourou. Merci également à l'honorable Omega Fatou pour cette occasion. Vous avez posé la presse à
après votre restitution alimentaire le samedi à l'espace Avenue des Frères, au centre de Goma. Alors moi j'ai une question, je dirais j'ai plusieurs questions que je vais un peu résumer par rapport à ça. Honorable, vous aviez parlé lors de votre restitution alimentaire, vous aviez parlé d'un projet ambitieux pour la ville de Goma. Et ces projets, vous l'avez intitulé Mazake Muzingo. Si je m'abuse, je crois que ces projets doivent avoir une somme d'un montant de 15 ou 16 millions pour être réalisés. La question, ce qui reste, est de savoir à quand la réalisation de ces projets. Ça, c'est votre projet, votre propre projet à vous. Et deuxièmement, honorable, vous êtes un élu de la circonscription électorale de Goma. Si Goma est aujourd'hui représenté au niveau provincial, c'est parce que nous avons au niveau provincial 3 élus, 3 représentants de la ville de Goma. Et vous avez gagné ces postes du questionnaire parce que vous êtes dans le bureau de l'Assemblée provinciale. Le projet Mazake Muzingo, c'est votre propre projet. Mais étant que représentant de la ville de Goma, quelles sont les démarches ou qu'avez-vous fait pour que la ville de Goma bénéficie des quotas provinciaux? Parce que la ville de Goma va bénéficier incessamment de votre projet Mazake Muzingo, mais au niveau provincial, la province prévoit quoi pour la ville de Goma qui est l'une de ville qui compte la province du Congo central? Merci. Merci beaucoup, Ray Gessa. 2 questions majeures. Le projet Mazake Muzingo attend les débuts effectifs. Également, par rapport à l'exécutif provincial, qu'est-ce qui est prévu pour le compte de la ville de Goma? Voilà en résumé la préoccupation avec les de RTDM. Merci bien. Je pense que c'est là où nous devions plutôt commencer. Alors, après les élections de décembre 2023, la ville de Goma nous a fait confiance en nous envoyant à l'Assemblée provinciale pour défendre ses intérêts. Et arrivé à l'Assemblée provinciale, nous avons eu la chance d'être parmi les plus jeunes députés élus de la province. Et ça nous a valu la qualité de 2e secrétaire au bureau provisoire. Et nous étions au bureau provisoire accompagnés de l'honorable Grace Ilolo et le doyen, l'honorable Lobila, élu de Kisanga. Nous avions passé les activités qui sont pour le bureau provisoire, qui étaient notamment de valider les mandats des députés, d'élaborer le règlement d'ordre intérieur, de coopter les chefs coutumiers et ensuite d'organiser les élections pour le bureau définitif. Nous ne nous sommes pas limités là. Nous avons encore poussé nos ambitions un peu plus haut en postulant comme un questeur au niveau de l'Assemblée provinciale. Et Dieu était encore avec nous. Et sur les 40 fois que regorge l'Assemblée provinciale, nous étions élus avec 24 voix. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous occupons la position de questeur au niveau de l'Assemblée provinciale. Et une fois que les travaux parlementaires proprement dits ont commencé, d'abord au niveau de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, nous avions intervenu à plusieurs volets. Parmi les interventions, nous avons suggéré que parmi les commissions permanentes de l'Assemblée provinciale, on puisse aménager une sous-commission qui va s'occuper de l'évolution numérique. Parce que nous avions constaté qu'il y avait la commission PAJ qui traite des questions politico-administratives. Il y avait la commission ECOFIN, il y avait la commission ITR, mais dans toutes ces commissions-là, il n'y avait pas un volet numérique. Or, aujourd'hui, on parle de développement et je pense que le monde tend à aller vers le numérique. C'était d'abord une première suggestion.
grâce à notre intervention. Et après ça, nous avons, pendant les séances plénières ordinaires, soulevé quelques préoccupations en ce qui nous concerne de la ville de Boma durant la mission d'enquête qui avait été initiée par un élu de moi, l'honorable Sissi. Il était question de passer en revue l'état des stades abandonnés dans la province. Et nous avions intervenu, nous avions parlé du stade Sokol, nous avions donné un petit historique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus de détails sur pourquoi cet ouvrage n'avance pas au niveau de la ville de Boma. Je pourrais vous étaler en tout cas toutes nos interventions. Je pense que vous suivez, vous les médias, constamment ce qui se passe à la santé provinciale. Et vous savez à quel point nous sommes actifs pour la ville de Boma et pour la province en général. Mais en quelques mots, c'est ça, le travail que nous avions fait depuis ce moment au niveau de l'Assemblée provinciale. Et comme c'était une session qui était plus consacrée à l'implantation, l'installation des institutions, je peux dire que le travail proprement dit va débuter maintenant. Je sais que parfois les gens se posent des questions. Ah, mais les élus de Boma ne font rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Je pense que les institutions ont les us et coutumes. Et tout se passe conformément aux lois et règlements en vigueur. Donc, quand vous arrivez quelque part, il faut d'abord établir une hiérarchie, mettre de l'ordre, et quand tout le monde est à sa place, chacun peut alors commencer à exercer conformément à ses attributions. Et c'est tout simplement ce qui a peut-être fait que pour le moment, nous n'avons pas initié d'action parlementaire, mais je pense que vous verrez dans cette session budgétaire, nous serons très actifs concernant la ville de Boma et concernant la province en général. Donc, en quelques mots, c'est ce que je peux dire pour résumer le travail que nous avions fait durant cette première session de mars. Merci. Ok. Nous avons suivi la brève introduction de l'honorable en rapport avec la session parlementaire qui s'est ouverte, également par rapport à la prochaine session budgétaire, il promet et bien d'autres actions seront initiées par lui, mais déjà d'emblée, son entrée au sein du bureau, il a été élu massivement, pour nous c'est fierté, et c'est l'occasion de féliciter notre élu du fait qu'il se retrouve au bureau, pas comme simplement comme questeur, c'est une autre responsabilité. Et son initiative d'avoir une sous-commission numérique aux côtés de ZTPR et les profils qui existent déjà, c'est déjà quelque chose. Également, en parlant des infrastructures sportives, c'est des problèmes où la question est importante, puisque ça préoccupe pratiquement l'ensemble de la province. Il nous a dit pas d'action jusqu'ici, mais nous pensons que lors de la session budgétaire, il a de nombreux projets qu'il pourra soumettre à l'Assemblée. Alors, honorable, déjà, nous avons deux questions de notre confrère Reg et Elisa qui voulait savoir par rapport à votre projet d'adduction d'eau potable dans la ville, le projet intitulé Mazake Luzingu, où en sommes-nous? Parce que pour le confrère, apparemment, la mise en œuvre effective de ce projet traîne. Et la deuxième question de Reg concernait la ville de Boma, les quotas, et par rapport au projet de mesures provinciales, est-ce que la ville de Boma est prise en compte dans l'action du gouvernement provincial? Voilà les deux préoccupations. Je pense que vous pouvez d'abord répondre aux deux questions des règles. Le collègue de Sarah TV pourra revenir sur sa préoccupation parce que nous l'avons interrompu. Merci beaucoup pour les questions. Alors, le projet Mazake qui ne cadre vraiment pas avec le rôle d'un député, mais plutôt une initiative privée, personnelle, que je fais.
simplement pour redonner à cette communauté. Je pense que la politique en RDC va de tel que, très souvent, quand quelqu'un est élevé à un certain rang, il commence d'abord par redonner à sa communauté, la communauté qu'il a élevée. C'est comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, dès que nous avions passé l'étape des élections au niveau du bureau, je pense que j'avais réfléchi et je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire. Bien que les institutions ne sont pas encore mises en place, les choses traînent encore, vous avez vu tout le saccage qu'il y avait pour avoir aujourd'hui le gouverneur que nous avons, l'excellence grâce au Lolo. Alors je ne pouvais pas croiser les bras, parce que vous savez, la ville de Goma nous a voté massivement. C'est une lourde charge. Nous parlons ici de la vie de centaines de milliers de personnes. Et si on peut tant soit peu impacter un point, si Dieu nous donne les moyens pour le faire, nous allons le faire. Alors c'est dans ce cadre-là que j'avais décidé de mener des études avec la Régie des eaux, puisqu'ici il ne s'agit pas d'un projet, je peux dire, anarchique. Il s'agit d'un projet qui suit les normes, qui aujourd'hui, si la ville de Goma doit se développer, les travaux que nous faisons sur le terrain ne devront pas être détruits parce que ça ne répond pas à des normes. C'est un projet qui suit toutes les normes urbanistiques en partenariat avec la Régie des eaux. Alors, la Régie des eaux nous a accompagnés, ils ont envoyé les ingénieurs sur le terrain, ils ont pris les mesures de 4 tronçons. Et sur base de cela, nous sommes allés à Kinshasa. J'ai contacté une maison qui fournit aussi des matériaux à la division provinciale de Kinshasa. Et nous avons établi les défis. C'est sur base de ça que vous aviez vu des tuyaux venir avec pas mal de matériel. Et, nous avons compris toutes les formalités nécessaires avec la Régie des eaux, ouvrir un dossier, payer les gens qui vont travailler sur place, parce que nous avons payé en amont. Nous avons tout payé, et c'est comme ça qu'ils se sont déployés sur le terrain. Et on travaille aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous verrez que dans le premier tronçon, il y a déjà un robinet. Si tout va bien ce lundi, la Régie des eaux va lancer l'eau pour voir si la pression arrive jusqu'au-dessus. Si ça n'arrive pas jusqu'au-dessus, il y a une vanne au niveau du boulevard qui a été ouvert. Et je pense que les techniciens sauront comment réaménager pour faire en sorte que la pression puisse monter. Et moi-même, j'effectue très souvent des descentes là-bas. Les gens de ce point-là me connaissent très bien parce que je suis très près de l'évolution de ces travaux parce que je porte cette préoccupation-là. Nous parlons d'un projet qui va améliorer la desserte en eau, mais il y a plusieurs choses qui se passent dans nos communautés simplement parce que les gens doivent se réveiller à 5 h du matin pour aller puiser de l'eau. Il y a la sécurité. Et moi, j'échange avec la communauté. On vous dira même que certains enfants se font embrosser. Simplement pourquoi? Parce que si elle dit à maman que maman, à 16 h, je vais aller puiser de l'eau, maman sait qu'elle va aller puiser de l'eau, mais elle va rencontrer son psychopathe. Et je pense que rapprocher, améliorer la desserte en eau va quand même avoir un impact positif pour notre communauté. Pour cette première phase, nous avons dépensé sur fonds propres 16 000 $. Dans un projet, il y a toujours des aléas. Aujourd'hui, j'estime le projet à plus ou moins 80 000 à 90 000 $ pour toutes les 4 phases, mais je ne sais pas. Par exemple, là, l'aspect où il fallait ouvrir une vanne, ce sont les Chinois qui ont construit le boulevard Joseph Kabila, qui avait carrément enterré une vanne de la Régie des eaux. Et pour l'ouvrir, ça nous a coûté 5 000 $. Donc, il y aura des arguments, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous le faisons simplement pour améliorer la condition de vie de
combat, nous n'allons pas nous arrêter là. Si Dieu nous donne encore les moyens de prête vie, nous allons voir. Il y a Ferme, il y a Saïko, nous verrons progressivement comment aussi desservir ces gens-là. Il ne faudra pas marquer aussi notre empreinte dans cette ville. Et c'est un peu ça. Alors la deuxième question, c'était concernant le quota provincial. Bon, je pense que la ville n'a pas un quota très défini. Comme nous sommes des élus, c'est une course. Vous devez faire valoir auprès des institutions pour savoir défendre valablement votre circonscription. C'est tout simplement ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je suis de très près tout ce qui se passe au niveau de l'exécutif et j'échange très fréquemment avec le gouverneur. Il sait à quel point nous comptons sur lui pour la ville de Goma. Et très souvent, je pense qu'on échange, c'est question de tout le temps pousser la barre plus haute. Le gouverneur prévoit de descendre à Goma incessamment. Et moi, je les demande, Excellence, vous venez à Goma, faites-nous plaisir, venez même avec 2 transports. Et le reste, je pense que ça dépendra des moyens que Dieu va mettre à sa disposition. Mais nous sommes vraiment impliqués. Le quota comme tel, ça n'existe pas. Tout dépend de la place que l'élu met, de comment il se positionne pour défendre sa ville. Et la session budgétaire va débuter. Le gouverneur va traduire son programme en un programme chiffré. Et nous verrons là quelles sont ses priorités, quels sont les projets qu'il compte faire. Et c'est là que nous allons intervenir. Parce que très souvent, l'histoire nous dit que la ville de Goma a souvent été négligée au détriment de Matadi. Mais ce sont les 2 villes que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est vrai, Matadi a le privilège d'être ville chef-lieu, mais ce sont les 2 villes que nous avons. Et en tout cas pour moi, si Matadi doit avoir 3, Goma doit avoir 2. Et c'est cette logique-là que j'emmène au niveau de l'Assemblée provinciale pour défendre les intérêts de la ville. Voilà ce que je peux dire. Alors la troisième préoccupation, la troisième question, c'est celle de Tichy, de Sarah Sidi, qui a voulu savoir le problème d'électricité au quartier source. Voilà, c'était ça, Tichy. Oui. Je vous redonne le micro, peut-être qu'il y avait d'autres préoccupations. Merci beaucoup, Madame Maman. Merci à Paul Kalikus l'honorable. Ma question était celle-ci de savoir, lors de votre restitution parlementaire à l'esplanade de Maison Amie, vous aviez évoqué les problèmes du courant au quartier source. Jusqu'à présent, la population, les habitants de ces coins ont du mal à sortir aisément pendant la nuit, faute manque de courant. Et vous avez promis la population de ces coins que vous avez mené des lobbying auprès des autorités ou des responsables de la SNEL. Jusqu'à présent, la population attend gain des causes par rapport à cette demande. Je ne sais pas quel sera votre mot par rapport à ça. Et la deuxième question, vous venez d'être devant la population d'où vous avez récolté les problèmes des populations de vacation. Je voulais savoir, à cette rentrée budgétaire, quels sont les problèmes ou la situation majeure qui vous fait parfois du mal et vous serez, ça sera la première des choses à pouvoir donner la solution à la population de Goma. Merci. Merci beaucoup pour ces très bonnes questions. Alors, concernant le problème du transport quartier source, je pense que dès que ce problème
est arrivé, j'ai pris langue avec la SNEF au niveau provincial et au niveau local. Et sur place, même avant ma restitution parlementaire, j'ai été voir la division ici de la SNEF. Alors, il était question plutôt de remplacer ce transfo-là avec un nouveau transfo. Mais bon, les hommes se lèvent et dorment et parfois les choses changent. Les informations aujourd'hui en ma possession, c'est que ce transfo-là est en train d'être préparé. Et je pense que la population aura très bientôt un transfo. Ce transfo-là sera réparé, il aura entre les mains. Alors, votre deuxième question était concernant... Oui, par rapport aux questions que vous avez écoutées, notamment les problèmes des Banabouma, qui est le problème majeur. Ok, merci. Mes excuses, parfois on réfléchit tellement que parfois ça on perd l'idée. Alors, les problèmes récoltés au niveau de la ville, je pense que ça résume un peu le contexte général de ce qui se passe dans notre pays. Il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque de dessertes en eau, il y a une pauvreté criante surtout, il y a un manque de confiance entre la population et aujourd'hui les gouvernants. Aujourd'hui, si je dois parler des problèmes récoltés, je risque quand même de vider la matière parce que, vous savez, nous sommes en politique. Et le moment opportun pour moi, c'est au niveau de la santé. Mais je vous promets qu'il y a pas mal j'ai récolté pas mal de cahiers de charges, mais pour ne pas trop me disperser, je vais cibler des combats. Et je pense que ça, c'est logique. Parce que très souvent, on est tellement entreprenant, tellement dans beaucoup de choses, on arrive à ne rien faire. Et sur base des cahiers de charges que j'ai récoltés, vous verrez qu'il y a pas mal de choses que nous avions déjà commencé à faire. Je peux parler par exemple de la lutte des enseignants. Si vous suivez très souvent les groupes WhatsApp et les réseaux sociaux, très récemment j'ai été reçu par le gouverneur avec une délégation du syndicat de la ville de Goma. Cette initiative-là est venue de nous. Nous avions pris langue avec les syndicats de Goma, nous avons contacté le gouverneur qui a été très ouvert, réceptif. Il nous a fixé un jour et nous avons échangé sur les problèmes des enseignants au niveau de la ville de Goma. La grève, elle est globale, mais au niveau de la ville de Goma, il y a deux particularités. La première particularité, c'est que les enseignants de la ville de Goma ne sont pas payés à titre égal que les enseignants de la ville de Goma. Et dans les documents officiels, la ville de Goma est reprise comme territoire. Et ça, nous avions parlé de ça avec le gouverneur qui a d'ailleurs promis de nous accompagner. Dans les jours qui viennent, je pense que nous serons à Kinshasa pour rencontrer quelques autorités de Kinshasa. Bien que vous compreniez que cela a un volet plus national que provincial, mais nous n'avons pas croisé les bras, nous sommes impliqués. C'est comme ça, je ne sais pas dévoiler toutes les initiatives que nous comptons entreprendre. Je donne l'exemple, pendant que j'étais à Matadi, j'ai rencontré l'excellence Jean Cornelius, qui a aujourd'hui, que la ville de Goma aujourd'hui a la chance parce qu'il est ministre provincial chargé de l'urbanisme, culture et art, citoyenneté et culture commune, tradition commune. Je l'ai rencontré pour parler du dossier des sinistrés de la ville de Goma de 2016. Et juste après nos conversations, le gouverneur a appelé le dossier.
Et après cela, une commission a été mise en place au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement. Mais j'ai pris l'homme avec le collaborateur du gouverneur pour dire, en tant qu'élu de la ville de Boma, je pense que nous devons être dans cette commission-là. Et après, le gouverneur nous a accordé cette demande. Nous nous sommes impliqués dans la commission. Aujourd'hui où nous parlons, le dossier a refait surface et le dossier au niveau de la session budgétaire devrait être aligné. Ce sera parmi les initiatives que nous allons porter au niveau de l'Assemblée. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas tout vous dévoiler. En quelques mots, c'est ce que je peux dire parce que, évidemment, nous sommes dans plusieurs fronts, nous sommes aussi en politique et très souvent, quand déjà vous donnez la couleur de ce que vous allez faire, vous risquez d'avoir des bâtons dans les roues ou vous risquez de voir vos initiatives s'envoler. Mais soyez-en rassurés que nous travaillons et nous serons très actifs durant cette session. C'est quelques mots ce que je peux dire. Merci. Merci, honorable. Merci, honorable. C'est José Tati, correspondant du Congo média. En fait, je voulais intervenir sur la situation de la bise affaissée au niveau de l'avenue Laurent Désiré Kabila, en Messiavé. Cette situation, au sein de vacances parlementaires, a fait parler presque tout le élus au niveau provincial. Également, vous, à travers la fondation qui porte votre nom, sinon la fondation, votre fondation, nous avons lié un communiqué par rapport à cette situation-là. Quelques jours après, le ministre de CPR est descendu sur place. Aujourd'hui, je crois que c'est depuis mars ou avril que cette situation perdure. Aujourd'hui, la population usagée de cette route est toujours en train de courir un grand danger. Qu'est-ce que vous pensez faire pour accélérer le lancement des travaux à l'approche, sinon lors de l'ouverture de la session qui s'ouvre chaque lundi. Mais aussi la deuxième intervention, c'est par rapport au pouvoir Joseph Kabila, où nous constatons ces derniers jours des trous qui ont été creusés par la société chinoise Greg 7. La semaine passée, près de 4 accidents ont été causés par cette situation au niveau de Banaïné. Je crois 2 morts et près de 4 personnes fracturées. Vous, en tant qu'élu provincial, comment réagissez-vous face à cette situation? Mais aussi, qu'est-ce que vous pensez faire pour interpeller ou sinon demander un peu plus d'explications par rapport à cette route qui, si je ne m'abuse pas, n'a même pas encore fait 10 ans depuis sa construction. Merci. Merci bien pour les questions. Alors, concernant la route vers Tilo, comme vous l'avez dit, évidemment, j'avais saisi le ministre provincial des ITPR. Je pense avoir les documents ici. Je l'ai saisi en date du 15 août. Ça vous donne déjà une idée. Mais je peux dire qu'en juillet, j'avais déjà échangé avec le gouverneur concernant cette situation, parce qu'à l'époque, il y avait un tronçon similaire au niveau de Matadi qui avait connu un peu le même problème. L'Excellence m'avait promis que dès qu'il termine à Matadi, il va lancer des travaux ici à Rome. Et je ne sais pas si c'est l'administration qui a ses caprices, mais je me suis obligé de faire une correspondance au ministre de tutelle pour savoir tant soit peu quelle est l'évolution de ces travaux. Et les correspondances, ça je sais que la population voit du point de vue officiel. Mais dans nos échanges de tous les jours,
pas 3 jours, j'ai échangé avec l'excellence ministre des Secrétaires. D'ailleurs, c'était pour la première fois que notre conversation ne s'est pas prévue. Mais nous sommes là pour défendre les intérêts de la ville. Il m'a répondu le 26 septembre, donc il y a quelques jours, en me disant que ce tronçon fait partie des travaux d'urgence que le gouvernement provincial s'active à réaliser. C'est dans ce sens que s'inscrit la descente que j'ai personnellement effectuée sur le lieu. Et je ne sais pas de d'autres détails, mais c'est tout simplement dire que nous attendons ces travaux, mais nous ne passons pas les bras. Dès que nous constatons qu'il y a un problème qui touche à la sécurité de notre circonscription, nous nous mettons au travail pour entrer en contact avec l'exécutif. Après, la population doit savoir que chacun a sa part à jouer. Notre part, c'est de défendre les intérêts de nos électeurs. Mais les travaux, nous ne le faisons pas. C'est l'exécutif qui le fait. Mais nous sommes là pour tout le temps se rassurer que les problèmes de nos électeurs puissent trouver des solutions auprès de l'exécutif. Et ils nous ont promis qu'ils vont le faire. La crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que si la saison pluvieuse qui s'annonce et que s'il y a des pluies, ces travaux deviendront encore plus coûteux, ça deviendra encore plus difficile à réaliser. C'est comme ça que nous continuons de lancer ces appels-là, nous demandons à notre exécutif de se mettre au travail pour que ce tronçon-là puisse être réalisé. Si on ne le fait pas maintenant, ça deviendra encore plus coûteux. Et j'avais entendu sur la toile des bruits disant que non, c'est l'IGF qui bloque, etc. Je pense que ma petite expérience me dit que l'IGF ne peut pas bloquer un projet ou un déplacement. L'IGF ne fait qu'analyser la conformité de ces dépenses. Et en ayant 48 heures, l'IGF a l'obligation de vous répondre. Elle ne peut pas garder son silence. Toi, tu veux faire un travail, tu émets une facture de 50 000 $, l'IGF le dit pendant une semaine. Ça n'existe pas. L'IGF a l'obligation de répondre en dehors 48 heures. Si sa réponse n'est pas favorable, vous devez reformuler votre demande. Et en répondant, il vous donne des observations. Que par exemple, il constate une surfacturation, il constate que les fournisseurs ne payent pas les impôts, ça peut être des observations de l'IGF. Mais l'IGF ne peut pas bloquer l'avancement d'un projet. Ils ne font que constater la conformité et ils ont l'obligation de répondre en dehors 48 heures. Donc pour moi, ici, pour ce dossier, on ne peut pas parler de l'IGF. On ne peut pas parler de l'IGF. Donc, nous ne cessons pas de demander à l'exécutif de réhabiliter ce tronçon-là, parce que c'est un tronçon très fréquenté, et aujourd'hui, il y a des risques. Et avec la saison pluvieuse qui menace, ça risquerait de coûter encore plus cher à l'exécutif. La deuxième question, c'était... La question suivante, c'est en lien avec les différents trous parsemés ça et là sur la route boulevard qui créent déjà des incidents. On a déjà enregistré le cas d'accident. En tant qu'élu, est-ce que ça attire votre attention? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Merci pour la question. Je l'ai constaté, pas maintenant, ça fait déjà longtemps que j'avais constaté. Très souvent, quand je revenais de ma tête pour Roma, je constatais ce problème-là. Mais je venais après une semaine et je constate que le même trou existe toujours. Ces trous-là, comme vous le connaissez, c'est un contrat de concession entre les Chinois et puis la CGT qui va être l'œil de l'État. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en venant vers Roma, j'ai effectué des descentes sur terre et j'ai vu ces ouvriers en train de travailler.
Et j'ai posé des questions, mais j'étais quand même un peu soulagé de voir que vers l'entrée de la ville, là, ils ont arrangé, parce que ça avait aussi créé. Mais c'est ici, et c'est ici où c'est encore plus dangereux parce qu'il y a plus de circulation ici. Et j'ai posé la question, pourquoi il y a ce temps-là entre le décapage et puis le revêtement? Parce que je me pose des questions moi-même. Ces gens qui effectuent ces travaux ici en RDC, je ne pense pas qu'en Chine, ils vont le faire avec cette même stratégie de faire les choses. Nous verrons des troncs pendant plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Nous perdons nos frères et sœurs, mais rien n'est fait. Cette route, déjà il faut savoir que c'est une route d'intérêt national. À notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre l'ordre avec l'exécutif. Et ça, je dois le faire. Parce que j'étais très navré. Je retournais à Matadi. Mais en retournant, quand j'échangeais avec mon collaborateur, je parlais de ces routes-là. Et dès qu'il y a eu un mort, mon collaborateur m'a envoyé un SMS avec la photo et une autre vocale. Et j'ai dit voilà, on parlait de ça et c'est arrivé. C'est vraiment dommage de voir la latitude à laquelle certains entrepreneurs prennent la RDC. Ce genre de travail, moi je pense que ça peut se faire en un temps record. Et en voyant ces travaux-là, je me dis, pourquoi offrir un tronçon et continuer à ouvrir, plutôt offrir 5 mètres et puis les barrer 5 mètres, passer à 5 et puis les barrer à 5 mètres. Il y a vraiment un problème, mais moi je vais prendre l'ordre avec le gouverneur parce que je constate que sur le boulevard, en tout cas, ça ne va pas. Il faut qu'une solution puisse être trouvée rapidement. Nous avons déjà perdu des gens, nous ne pouvons pas continuer à perdre des gens. Je vais mener sur le bureau du gouverneur pour qu'il puisse interpeller ces gens-là, pour qu'ils puissent rétablir cette route. Et ce contrat, vous connaissez, c'est un contrat qui a toujours fait du bruit. La population n'est jamais satisfaite par rapport aux travaux que ces gens réalisent. Je ne suis pas contre les gens qui ont ce contrat-là, mais quand je vois aujourd'hui combien de temps ça prend, par exemple, pour quitter Kinshasa et arriver à Matadi, c'est grave. Et en voyant même les tronçons où ils sont bétonnés, nous nous retrouvons maintenant avec des routes, je peux dire, pentagones, parce que d'un côté c'est asphalté, d'un côté c'est bétonné, on ne sait plus quelle est la norme de la route nationale numéro 1, et tout cela, il y a un silence, mais je pense que les élus que nous sommes, les nationaux, les provinciaux, nous devons donner. Parce que c'est cette route-là qui est le corridor vers le Congo central. Et à l'état à laquelle elle se trouve, c'est pratiquement un cauchemar, sans pour autant parler des accidents. Donc, c'est une situation que nous déplorons vraiment. À notre niveau, nous allons rencontrer le gouverneur pour en parler, pour qu'il puisse prendre l'ordre avec l'entrepreneur, pour qu'il puisse rétablir ce transport. Merci. Merci Madame Maman, merci honorable. Bon, je vais parler beaucoup. J'ai beaucoup de préoccupations. Quel type d'élu représentant du peuple par rapport au problème de la population ancienne est en train de subir, c'est-à-dire quelques injustices, notamment tracasseries et manque d'élégance policière que nous constatons dans cette ville de Mont, comme si le peuple est abandonné à son triste sort, les gens sont maltraités. Et deuxième préoccupation, c'est celle de savoir par rapport au traitement des travailleurs dans les entreprises privées. Ce sont des gens qui sont maltraités ou encore mal payés, qui sont en dessous des SMIC. Donc il y a plusieurs vraiment des doléances par rapport à ça.
nous avons encore une autre doléance, le manque d'exécution sur le marché par rapport à la suppression des taxes. Nous avons suivi que le ministre de l'économie ont supprimé les taxes pour permettre que le palier des ménagères puisse quand même être plus favorable. Mais c'est le contraire. Parfois, des marchandises ou encore des produits galopent tous les jours. Il y a encore une autre préoccupation. Voilà, la dernière, c'est par rapport à la vie des moments. Qu'est-ce par rapport à la manque d'efficacité de notre autorité pénale de la vie des moments? Pour quel problème? Il y a la vie des moments qui est le centre de vie qui est transformé en marché des races. Il est égal comme ça. Et ici, nous avons aussi l'insécurité alimentaire. Par exemple, la vente des chips colorés, disons des lots colorés, nous appelons les chips. Et les soukounatols qui tuent votre population à petit feu. Et par rapport à cette situation de la vie des moments, il y a le problème le long de boulevard. Pendant que le frère Jacques Walter était là, il avait indemnisé les gens qui étaient le long de cette route, mais à notre grande surprise, les gens continuaient à construire et puis faire même l'entrée ou encore la sortie du pont Christian. S'il arrivait qu'un jour, vous prenez la décision de construire, de jeter un pont, comment serait la sortie? Les gens sont très construits. Donc, c'est par rapport aux questions que je voulais savoir quelle est votre implication. Donc, il n'a fait que réunir les préoccupations des auditeurs. Alors, en résumé, j'ai noté, je voudrais savoir votre position, votre réaction par rapport aux injustices et la délinquance policière. Ce sont ces propos. Au moment où les administrations sont victimes des injustices et on constate une délinquance policière. La deuxième question, c'est en rapport avec les travailleurs qui sont sous-payés par rapport au SMIC, et donc il n'y a pas respect du code du travail. La suppression de certaines taxes pour alléger les coûts du panier de la ménagère, ce qui n'est pas une réalité chez nous. Je pense que vous pouvez d'abord répondre à ces trois préoccupations. Merci bien. Alors, évidemment, nos électeurs nous ont contactés par rapport aux tracasseries aujourd'hui, qui subissent au niveau de la ville. Et je suis encore ici et je compte vraiment rencontrer le colonel pour en parler et savoir quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour pallier à ce problème-là. Je constate que plusieurs électeurs ont commencé à nous contacter, sans pour autant citer leur nom, des gens vraiment connus ici dans la ville, pour s'impliquer face à ce problème. Et je pense que vous verrez dans les jours qui suivent, je vais rencontrer le colonel pour en parler, en espérant qu'il va essayer de recadrer ces trucs, si on peut le dire de cette manière-là, pour essayer de vivre en parfaite harmonie avec la population. La deuxième question, c'était par rapport au SMIC, aux travailleurs nationaux qui œuvrent avec les étrangers. C'est un problème un peu à plusieurs volets. D'abord, c'est un problème national, mais aujourd'hui, au niveau de la province, nous le constatons. Ce que moi je sais, c'est que l'inspection générale du travail est censée traiter ces problèmes-là. L'inspection au niveau national. Ce que je peux faire, c'est de demander à nos électeurs de nous contacter.
Parce que très souvent, les électeurs se plaignent mais n'approchent pas les élus pour vraiment défendre leur dossier. Nous sommes ouverts à appuyer, que ce soit des problèmes qui peuvent être traités ici au niveau provincial, nous allons appuyer. Que ce soit des problèmes qui peuvent être traités au niveau national, nous pouvons canaliser les efforts pour les aider à trouver une solution par rapport à cela. Donc, moi personnellement, j'invite nos frères et sœurs qui ont ce problème-là d'entrer en contact avec nous. Et je pense que nous pouvons voir dans quelle mesure mener des démarches avec eux pour régler cette injustice. Et concernant la suppression des taxes, je pense que quand le ministre national de l'économie a pris cette mesure-là, il y avait déjà quelques biens qui étaient déjà lancés sur le marché avec les prix avant cette suppression-là. C'est vrai que très souvent les commerçants, parce qu'on doit le dire, notre économie est un peu entre les mains des étrangers. Très souvent ils ont certaines pratiques pour, aller à côté des dispositions qui sont mises en place. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à mener des lobbying et des investigations. Vous parlez de manière générale et nous devons voir sur terrain quelles sont ces denrées-là qui ont été frappées par rapport à cette mesure-là et pourquoi aujourd'hui ça continue à ne pas baisser. Donc nous allons voir avec les institutions au niveau provincial. Il y a le ministre du Commerce extérieur qui doit normalement faire rapport à sa hiérarchie, et sa hiérarchie peut faire rapport à Kinshasa pour voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour pallier à ce problème-là. Le quatrième problème que vous avez... Il y a le marché pirate, boissons non conformes, également les gens évalués, les véganes n'apprécient pas le long du débat. Bon, nous constatons sur la toile qu'il y a pas mal de choses qui se disent à propos de la gestion de la ville. Et quand on voit la gestion, on voit l'autorité urbaine qui est le maire de la ville. Très récemment, même dans nos cimetières, on a vu qu'il y a eu des profanations là-bas. Et tout cela interpelle la conscience de la population pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de mesures en place pour sécuriser, pour mettre de l'ordre au niveau de la ville de Goma. C'est un problème, je peux dire, un peu politique. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de gens veulent voir un nouveau maire. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être revues par rapport à la gestion de la ville. Mais cette question-là, je pense que ça me met un peu en difficulté. Parce que c'est la population qui doit avoir confiance à son administration, qui est la mairie aujourd'hui. Et très souvent, nous suivons de près qu'il y a une grogne au niveau de la population. Mais je pense que nous laissons les choses avancer. Nous espérons que ceux qui sont en place nous écoutent. Et je pense qu'ils ont intérêt à trouver des solutions par rapport aux problèmes de la population. Sinon, il y aura une crise de confiance. Et de cette crise-là, nous ne pouvons qu'aller de chaos en chaos, de dégâts en dégâts. C'est ce que nous voulons éviter. Donc, en tant que citoyens aussi de la ville de Goma, nous nous attendons à ce que la mairie puisse prendre certaines responsabilités par rapport à ses prérogatives. Ce n'est pas seulement les marchés pirates, c'est aussi le problème d'insalubrité, c'est aussi l'insécurité. Donc il y a tous ces problèmes-là où
nous voulons voir de l'amélioration et je pense que nous continuons aussi à demander aux autorités de la mairie de vraiment prendre en compte les revendications de la population, que nous travaillons ensemble avec la population pour trouver des réponses face à ces questions. Deux dernières questions. Jean-Lambert, qui a demandé un peu. On va parler des sinistrés. C'est l'équation des indemnités. Oui. Comme je vous ai dit, j'ai personnellement sollicité d'être dans cette commission-là. Et nous avons fait un travail. À l'époque, le travail qui avait été fait doit être revu parce qu'il faut simplement mettre à jour les données. Je parle des cas, par exemple, des familles qui habitaient là ou qui ne sont plus là. Peut-être le père est mort, il y a un transfert de propriété, il y a toutes ces réalités-là qui doivent être prises en compte concernant le dossier des sinistrés. Et dans cette commission-là, nous avions prévu de faire une descente sur le site des sinistrés, mais autre chose, c'était de mettre à jour les données. Parce que les données se trouvent au niveau de la mairie de Goma. Après, quand il y a eu le transfert, ces données-là sont allées à Mwanda. La première question à se poser, c'est que est-ce que les données que Mwanda a aujourd'hui correspondent aux données que la ville de Goma avait? Si tel est le cas, sur terrain, il y a eu évolution. Il y a eu des gens qui n'habitent plus là, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont vendu. Il faut donc mettre à jour. Mais il y a un problème qui se pose, ces gens continuent à construire. Nous avons lancé cette alerte. Normalement, dans cette session qui débute, il y a des fonds qui doivent être alloués pour ce travail-là. Je peux vous dire qu'à l'époque, quand ça avait été aligné au niveau de l'Assemblée, ça avait été estimé à près de 400 et quelques mille $. Moi qui vous parle, j'ai pris l'ordre avec le gouverneur concernant ce dossier. J'ai dit au gouverneur, ce dossier, si on doit vous présenter de telles factures, vous n'allez pas faire un travail ici à la province. Je l'ai dit, ce dossier, humblement, je pense qu'elle est surfacturée. Et nous travaillons ensemble. Dans cette commission-là, il faut revoir ce qui doit être fait, le prix des travaux qui doivent être faits. Parce qu'il y a certaines choses, c'est l'État qui perçoit, c'est l'État qui sort de l'argent. S'il y a des rubriques qu'il faut supprimer pour faire en sorte que le travail avance plus vite, il faut le faire. Mais ça fait partie des initiatives que nous avions prises pour échanger avec le gouverneur. Et nous devons rapidement régler cette situation. Pourquoi? Parce que ces inondations sont cycliques. Et notre crainte, c'est que dans 2 ans, nous vivons la même chose et nous allons nous dire, mais quand le gouverneur Mbaba était là, il avait déjà acheté un terrain, il avait déjà indemnisé. Ces gens-là sont restés là. Ils ont commencé à construire. Après, il y a encore eu des inondations, il y a encore eu des morts. Nous allons pleurer pour la même chose. Je pense que les hommes passent, mais les institutions demeurent. Nous devons nous pencher sur ce problème pour éviter que Goma puisse vivre encore un tel drame. Et nous devons impliquer les autorités, parce que ces gens qui construisent vont vouloir revendiquer, et nous allons créer un autre problème. Donc c'est maintenant que nous devons nous impliquer. Et ça, comme je vous ai dit, dans la session de septembre, j'ai prévu pas mal d'initiatives et les sinistrés font partie de ces initiatives-là. Malheureusement, vos questions font en sorte que je puisse commencer à sortir tout ce que je compte faire durant cette session de septembre. Mais en étant dans cette commission-là, nous nous sommes dit que nous devons travailler pour que ce dossier-là puisse enfin être clôturé. Parce que ça a quand même traîné. Jusqu'à présent, ces gens ne sont pas entrés en possession ne fût-ce que des certificats, et cette situation demeure. Donc, nous allons travailler ensemble avec l'exécutif pour trouver une solution concernant le problème des sinistres. Bien sûr. En fait, Michel... les données ont évolué.
Ce que la commission est en train de faire, ce que la commission doit faire, c'est une mise à jour de ce dossier-là. Oui, merci Nana pour la parole portée. Merci. Honorable, permettez-moi de parler un peu de sport. C'est le domaine où j'excelle le plus. On n'a pas de stade. On n'a pas de stade, vous le savez. Le match se joue pratiquement à ciel ouvert. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le lobby auprès du gouvernement pour qu'il soutienne, ne serait-ce que financièrement, le club du Boma? Et puis, dernière question, quelle piste de solution proposez-vous pour sortir le Boma de ce marasme socio-économique? Voilà mes deux préoccupations. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, vous savez, la ville de Boma souffre depuis pas mal d'années de manque d'infrastructures sportives répondant aux standards de jeu. Dans la commission, nous avions intervenu au niveau de l'Assemblée. Ce que je peux dire, c'est que le stade Sokol devait être financé au niveau national. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes en train de pousser pour que, avec le contrat Simon Congolais qui doit financer les infrastructures, que le stade Sokol puisse être repris parmi les infrastructures qui peuvent être financées. Il y a eu un premier volet d'infrastructures qui a été repris. Malheureusement, le stade Sokol ne faisait pas partie. Mais vous avez vu ici même la descente de l'excellence ministre de Sport à Boma pour s'imprégner de la situation des infrastructures sportives, notamment le stade Sokol. L'excellence connaît toute la situation par rapport au stade Sokol, le montant qu'il faut pour construire ce stade-là. Et nous continuons à mener des lobbies au niveau national et au niveau provincial, mais j'insiste que c'est un problème qui doit être financé au niveau national. Donc, en tant que fils de Boma, nous voulons évidemment que ce stade puisse être construit parce que ça fait mal de voir Lubumbashi aujourd'hui, leurs athlètes sont en train d'exceller parce qu'ils sont en train de pratiquer dans des bonnes conditions. Nous ici, même si un jeune a un rêve de devenir un grand footballeur, il va facilement se décourager. Facilement se décourager simplement parce que les conditions ne sont pas bonnes et il va se poser des questions. Quand est-ce que je vais atteindre un certain niveau? Parce que quand vous évoluez dans un certain environnement, si l'environnement est propice, ça vous motive aussi à courir derrière vos rêves. Mais quand l'environnement ne permet pas, facilement quelqu'un peut se décourager et vouloir changer de route. Donc, je pense que nous devons continuer à accompagner les autorités, continuer à rester éveillés et vraiment s'impliquer pour que Boma puisse bénéficier enfin de leur stade. Ça va non seulement soulager les sportifs, mais aussi encadrer la jeunesse. Donc, vous connaissez tous les retombées qui vont avec le sport. C'est dans ce sens-là que nous allons continuer à pousser au niveau de l'exécutif pour qu'ils puissent aussi voir au niveau national qu'est-ce qui peut être fait pour que ce stade soit financé. Et concernant le problème socio-économique de la ville, je pense que la ville de Boma aujourd'hui souffre parce qu'il y a eu pas mal de fermetures d'entreprises. Il y a eu le port qui a fermé et tout ceci fait que l'argent ne circule pas vraiment au niveau de la ville. À Matadi, j'étais à Expo Béton. J'ai eu le privilège d'avoir l'homme avec le ministre de l'économie nationale.
national au Salon. Et je lui ai posé une question. Parce que le thème à l'expo maintenant, c'était par rapport au corridor Kinshasa, Mouane. Je lui ai posé la question. Dans ce corridor, j'entends plus parler de Matadi, de Mouane. Je n'entends pas parler de la ville de Goma. Au niveau national, quelle est la politique mise en place ou quel est le rôle de la ville de Goma dans ce corridor? Est-ce qu'elle sera une ville de transit simplement où les gens, peut-être s'ils sont fatigués, ils sont en train d'aller vers Matadi, ils vont passer la nuit à Goma et puis continuer vers Matadi? Ou bien elle a un rôle aujourd'hui qu'elle doit jouer vu sa position stratégique au niveau de la province? Bon, la réponse, je ne vais pas la donner malheureusement, mais ce que je peux dire, c'est que le monde évolue et aujourd'hui, le contexte économique est différent. À une certaine époque, nos ports servaient pour exporter les biens. Aujourd'hui, nos entreprises de maillot sont presque tous fermées. Aujourd'hui, c'est plus viable d'importer des biens et les décharger à Matadi qu'à Goma. Ce sont des réalités. Mais ce que nous pouvons demander, c'est un rééquilibrage. Simplement, orienter certains biens vers la ville de Goma. Ça, c'est par exemple une solution par rapport au port. Si on disait aujourd'hui que les vivres frais, par exemple, doivent descendre au niveau de la ville de Goma, ça va créer un trafic positif dans la ville de Goma. Ça va aussi désengorger la ville de Matadi. Parce que quand vous allez à Matadi, il y a des embouteillages monstres. Mais tout le trafic aujourd'hui se passe à Matadi. Ce sont comme ça des solutions politiques qui peuvent trouver, qui peuvent satisfaire la ville de Goma. Donc, du point de vue stratégique, je pense que la ville de Goma était un poumon par rapport à l'exportation, mais aujourd'hui, c'est différent. Et les retombées, c'est ce que nous vivons tout simplement. Il faut des politiques, il faut des forces politiques au niveau national. Et ces politiques-là, ça ne sera pas forcément rentable pour un entrepreneur, mais ça sera dans le cadre de rééquilibrer un peu la vie de nos citoyens. Parce qu'en RDC, qu'est-ce que nous voulons tous? Nous voulons tous un partage un peu plus équitable de nos richesses. Un partage un peu plus équitable de ce que nous... de l'argent, tout simplement. Et au niveau de la province, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a Matadi, il y a Goma, il y a un port à Matadi, il y a un port à Goma. Aujourd'hui, la ville de Matadi il y a trop de trafic au niveau de Matadi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour désengorger? On peut réorienter quelques biens au niveau de Goma. Ce sont là des solutions, mais c'est politique. Comme je le dis, pour un entrepreneur, ce n'est pas forcément viable. Mais ça pourrait bénéficier à la ville de Goma et la ville regorge plus de 300 000 habitants aujourd'hui. Donc une solution comme ça peut être salvatrice pour autant de compatriotes congolais. C'est ça que je peux dire. Mais la ville de Goma aujourd'hui, nous devons voir plus loin. Nous devons voir nos potentiels agricoles aussi. Et tout ça, ça dépend des politiques qui vont être mises en place au niveau de la province, au niveau national. Nous sommes d'abord nous-mêmes les premiers ambassadeurs de la ville de Goma. Nous sommes nous-mêmes les personnes qui doivent montrer une bonne image de la ville de Goma et de ses potentiels. Nous avons toujours parlé d'un potentiel touristique que nous avons à Goma, qui est un peu sous-exploité. Il y a le potentiel agricole que nous devons mettre de l'avant. Aujourd'hui, le gouverneur compte dans son programme lancer les routes
de dessertes agricoles, tout ça, etc. Et ici, dans la ville de Boma, je pense que nous avons assez d'étendue pour que les entreprises puissent s'implanter ici. Donc, nous espérons que durant ces quinquennats, que nous allons voir de nouvelles entreprises, pourquoi pas, dans la ville de Boma. Mais tout ça, c'est un travail que nous devons faire avec l'exécutif. Bien, je vous accorde la parole, soyons vraiment précis et concis, parce que nous posons des questions vraiment fondamentales. Et en 15 minutes, je pense que et aux questions et aux réponses, nous sommes dans les temps. Voilà. Je tiens là aussi à la madame. Prenez patience. Merci, Madame Nana. Merci, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, la population de la ville de Boma, au niveau de la réorientation du marché, souffre d'une pollution avec le bien insupportable que les amis de la culture chinoise, parce qu'il y a un champ de femme qui est là, qui oblige à cette population d'endosser cette odeur-là insupportable. Vous êtes au moment de cela, il y a qui est venu de la ville de Boma, ou sinon vous n'êtes pas moi, car la mairie bouche et ça prend beaucoup de temps depuis que la population est en train de souffrir par rapport à cette population. Merci Madame Nana, et merci pour l'esprit, c'est à l'honorable de la Vallée. Ma préoccupation est celle-ci, je peux juste savoir aujourd'hui, la ville de Boma, il n'est pas rare de trouver des trucs, presque les agriculteurs passent dans plusieurs points et recoins. Vous, peut-on créer des moments, que pensez-vous quant à ça? Merci, c'est deux questions qui vont devoir donner la série d'interventions. Donc, autour de ces champs de femme dans le monde, qui dérange et ceux qui exercent le commerce, et même dans les habitants du quartier Guanézi, sur la rue du marché, et face à l'insalubrité, est-ce qu'on a une politique à proposer, parce que nous savons c'est la tête de la mairie, mais elle veut savoir si on a réponse aussi à cette question. Moi, je vais clôturer aussi par ma question, c'est celle de savoir quelles sont les opérations de nos élus au niveau provincial. Est-ce qu'on peut espérer voir cette synergie, comme ça se passe dans d'autres provinces, et pour que nos fiefs ou nos villes puissent gagner. Parce que lorsqu'il y a une synergie entre les élus, c'est la vie, ce sont les électeurs qui gagnent, et ça va aussi de votre mandat. Merci pour ces trois dernières questions. Alors, je pense que nous revenons toujours sur la responsabilité de la mairie en voyant vos deux premières questions. Et en tant qu'élu provincial, je vais quand même laisser mon souterrain, imprégné de la situation et échanger avec les autorités concernant cette pollution-là dans le gouvernement, parce que je n'avais pas cette information-là. C'est maintenant que je l'apprends. C'est même là l'importance de très souvent revenir vers la base, échanger avec la population et avec les médias. Ce dont je l'ai dit, très souvent, la population nous attend, mais il y a aussi certaines personnes qui préfèrent passer par les médias pour faire passer leur message. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir cette collaboration étroite avec les médias pour nous permettre souvent de connaître, parce que vous animez des émissions quotidiennes. Et la population nous contacte journalièrement. Elle nous contacte aussi, mais nous sommes en train de parler d'une ville de plus de 300 000 habitants. Donc vous comprenez que certains vont se limiter à vous contacter, à ne pas nous contacter. Mais le plus important, c'est que nous avons l'information et qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau pour essayer de régler cette situation. Concernant la salubrité, je pense que vous le connaissez, c'est un problème que la ville a aujourd'hui. La ville n'a pas une politique propre, elle, en termes d'assainissement, en termes de gestion des déchets et tout cela. Je peux vous dire que personnellement,
j'avais même pensé, que vous allez le voir dans peu de temps, dans ma fondation, acheter ne fût-ce que des pelles et tout ce qui va avec pour aider nos mamans à assainir les marchés, à assainir les espaces d'intérêt commun, tout simplement parce que ces déchets et tout ce que nous vivons avec créent des maladies et c'est nous-mêmes, la population, qui souffrons. Donc, c'est un problème qui concerne la politique même de la ville. Et jusqu'à présent, je pense que vous connaissez, la ville de Goma n'a pas une bonne politique face à la gestion des déchets. Et il est temps vraiment de se mettre au travail. Parce que nous parlons Goma ville durable, nous parlons Goma ville, même pas ville durable, mais ville. Et une ville qui n'a pas une politique de gestion des déchets, n'est pas une ville moderne. Nous sommes en 2024. Donc, c'est un peu ça le problème. Concernant la relation que nous avons en tant qu'élus, je peux vous rassurer que nous avons de très bonnes relations. Nos élus m'ont accompagné même au niveau de l'Assemblée provinciale quand il fallait piquer le mandat des questeurs. Très souvent, nous échangeons. Et je peux vous dire que personnellement, quand j'ai une initiative que je dois mener, quand je pense qu'elle sera peut-être plus forte si nous nous rassemblons, nous le faisons. La semaine passée, comme un exemple, j'ai contacté l'honorable Maïsa, en premier, pour la route de Tiré. J'ai dit à l'honorable Maïsa, je pense que nous devons faire une délégation à 3 pour aller rencontrer le gouvernement. Parce que moi j'ai écrit, l'honorable Moutou a fait un communiqué sur les réseaux. La dernière fois, j'ai vu des images, l'honorable Maïs a été là avec le ministre des ITP, mais rien n'était fait. J'ai appelé l'honorable Maïs à me dire, je pense que nous devons rencontrer l'excellence à 3. Et il a appelé l'honorable Moutou, qui m'a aussi appelé. L'honorable Moutou avait échangé avec le vice-gouverneur qui lui avait rassuré que les travaux devaient commencer incessamment. Nous étions convenus de voir cette semaine. Cette semaine à Abidjan, les travaux n'ont pas débuté. Donc, nous allons nous mettre ensemble pour rencontrer le gouverneur, pour voir dans quelle mesure ces travaux-là peuvent débuter. Tout simplement pour vous donner un exemple de l'unité que nous avons en tant que pays. Quand il y a des initiatives que l'un porte, même au niveau de l'Assemblée, si ça concerne la ville de Goma, je n'hésite pas à intervenir parce que je me dis c'est comme ça, quand nous faisons nous tous entendre notre voix, que notre problème est pris en considération et c'est avec cette unité-là que les solutions seront trouvées. Donc nous sommes tous là pour travailler d'abord pour l'intérêt de la ville, pour la ville de Goma. Nous n'allons pas mettre nos couleurs politiques devant, nous allons mettre l'intérêt commun devant. Et je suis très content du choix que la ville de Goma ait fait autant pour l'honorable Moutou et l'honorable Maïsa. Et je suis persuadé qu'ils vont aussi apporter un plus dans leur prérogative pour que la ville de Goma puisse, tant soit peu, sortir un peu de trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Voilà, nous avons pratiquement fini, je pense qu'on aura posé 1 minute à l'honorable pour un petit mot, en langue nationale bien sûr. C'est vrai que vous êtes entretenu avec la presse, mais c'est aussi l'opportunité de passer un mot à l'endroit du public qui sont dans les gens. Profitons de cet échange avec les gens. Bien, merci. Alors, Botapeno, Panaboma, Mwana Beno, Megambadu, Namisani, devoir, il y a pour toute la presse locale la mission.
on a échangé par rapport à un problème de ville Nabisso, Roma. Tout ça là qui est institution parlementaire Nabisso. Mais nous sommes les autres pour la session de septembre. Mais c'était important, on a développé dans les médias Nabisso, on a échangé dans les médias Nabisso pour que tout état de lieu de tout ça n'a pas beaucoup s'attendre à la session pour les autres. En ce qui me concerne, je nécessiterai d'être reconnaissant envers cette ville. Je nécessiterai de travailler pour que cette ville puisse trouver des solutions face à ces problèmes. Vous nous avez donné un mandat de 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup, mais ça passe vite. Et je pense que notre souhait, c'est qu'à la fin de ce mandat, que nous puissions avoir un bilan à représenter. Nous avons un bilan à vous présenter par rapport à tout ça au routine Bisso à l'Assemblée provinciale. Et je pense que vous avez la façon pour essayer la Bisso pour remercier nous pour notre confiance au PSAK Bisso. Vous voyez aussi que les amis vont continuer pour encourager Bisso, vous continuez pour tendre la Bisso, vous continuez pour prier pour la Bisso. Et je pense que ensemble, nous pouvons travailler pour la lobby et à l'avenir encore meilleur. Merci. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.